Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un avis lecture. J'ai en tout 5 romans et un graphique à vous présenter et ils rentrent tous dans ma palle de l'été, donc dans ma pile à lire pour le challenge Paye ton slip. Et vous allez voir que j'ai eu de très chouettes lectures, même si ce ne sont pas tous des coups de cœur. La première lecture de cet avis, c'est celle de Jussi Adler-Olsen. On est donc ici sur la 9e enquête du département V. Dans la mesure où c'est une suite de saga et a fortiori un tome 9, je vais pas trop vous révéler l'intrigue globale, mais vous connaissez mon amour pour le département V. On suit donc Karl Mork et son équipe. C'est une équipe de la police danoise qui est chargée de s'occuper de cold cases. Il se trouve que Karl Mork avait été mis sur ce département un petit peu comme une mise au placard, voilà, pour qu'il arrête de causer souci à la police. Mais il se trouve qu'au final, cette équipe est extrêmement douée et ce département a l'un des plus gros taux de résolution d'enquête de la police danoise. C'est très drôle. Dans cette enquête-là, parce que pour le coup, toutes les enquêtes sont indépendantes les uns des autres, donc je peux vous toucher un ou deux mots sur l'enquête en cours dans ce tome, on va suivre donc des cold cases qui remontent aux années 80 et Karl Mork et son équipe va se rendre compte que dans plusieurs affaires, il y avait eu un tas de sel qui avait été laissé et alors que l'on ne soupçonnait rien de criminel, que l'on pensait qu'il s'agissait éventuellement d'accident ou de suicide. Donc ils vont peu à peu remonter sur la trace de ce qui pourrait éventuellement être un tueur en série. Je ne vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé ce tome, vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est mon préféré de la saga, mais en tout cas ça en fait clairement partie. Comme toujours, j'étais ravie de retrouver les personnages de Karl, de Rose, de Assad, etc. Petite particularité de ce tome, il a été écrit pendant le Covid et le Covid tient un rôle assez important dans ce tome. Voilà, si ça vous dérange éventuellement, sachez-le. Côté avancement de la saga, on arrive tout doucement à la fin dans la mesure où l'auteur a annoncé que le tome 10 sera le dernier et effectivement on sent la fin arriver, l'intrigue qui concerne les personnages a pas mal avancé dans ce tome et l'auteur nous laisse sur un gros cliffhanger qui laisse pressentir une résolution qui, je l'espère, saura régler tous les problèmes rencontrés par les personnages, mais en tout cas j'ai adoré ce tome, j'adore cette saga, je vous la recommande vraiment à 10 000%. Les enquêtes sont pas forcément les plus originales ou les plus abouties que j'ai pu lire par ailleurs, mais c'est très agréable, j'aime énormément les personnages et j'aime surtout l'ambiance générale dans cette saga, donc c'est pour ça que je vous la recommande. Si vous cherchez du bon thriller qui soit pas trop glauque ni trop violent pour cet été, et ben cette saga sera parfaite pour vous. Ensuite, j'ai changé complètement d'ambiance dans la mesure où j'ai lu Dark Waters de Catherine Arden. On est ici sur le tome 3 de la saga Small Spaces, donc là encore je vais pas trop vous en dire sur le résumé. Dans cette saga, on suit Holly qui est une petite fille qui a perdu sa maman, elle vit seule avec son papa et dans le premier tome, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses très étranges et que le monde n'est pas exactement comme elle le pensait. Elle va rencontrer un épouvantail dans le tome 1 et en fait on suit dans chaque tome une petite aventure effrayante dans laquelle Holly est accompagnée de ses amis. Ici, dans ce tome, il va être question d'une île au milieu d'un lac aux États-Unis, une île très mystérieuse qui n'apparaît sur aucune carte. J'ai énormément aimé ce tome comme tous les autres. À chaque fois, c'est des espèces de mini coups de cœur. J'aime vraiment beaucoup les personnages, je me suis énormément attachée à eux. Ce qui se passe à la fin de ce tome 3 me donne clairement envie de me jeter sur le tome 4 pour m'assurer que tout le monde va bien. Par ailleurs, j'aime énormément la plume de l'autrice, je trouve que c'est une petite saga jeunesse qui est vraiment tip top et qui peut même faire frissonner les adultes si vous cherchez une petite lecture facile, que ça soit à partager avec vos enfants ou juste pour vous, je vous recommande vivement cette saga. C'est très chouette, c'est un petit peu un genre de chair de poule mais bien plus moderne et ça fonctionne vraiment très bien. On change encore de genre, vous allez voir que c'est un petit peu la thématique de cet avis lecture, c'est qu'il s'agit uniquement de lectures très variées. J'ai ensuite enchaîné sur The Appeal de Janice Hallett. J'ai oublié de préciser pour le livre juste avant, pour Dark Waters, que je l'avais lu pendant que j'étais confinée chez moi à cause du Covid et que j'étais au fond de mon lit. Dark Waters, je l'ai lu en une journée, et bien celui-là, je l'ai lu en 2 soirs. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas envie de trop vous en dévoiler sur l'intrigue, je trouve que le résumé en dit un petit peu trop. Je vais vous donner les grandes lignes de l'histoire et ensuite je vais surtout vous parler du format de ce livre qui pour moi fait toute sa force et tout son intérêt.
On va arriver dans un village dans lequel une troupe de théâtre amateur est en train de monter une nouvelle pièce et en parallèle on va découvrir que la petite fille du directeur de cette troupe de théâtre est très malade, elle a une forme de cancer extrêmement rare et le village va décider d'unir leurs forces afin de lever des fonds pour payer le traitement pour cette petite fille parce qu'un traitement miraculeux mais expérimental aurait été mis au point aux États-Unis. Je m'en arrête là pour le résumer en tant que tel et je vous dis simplement que en aval de ça, deux élèves avocats vont être chargés par un des associés de leur cabinet de faire la lumière dans cette affaire parce que pour le coup la couverture vous le dit, il y a eu un meurtre au milieu de tout ça et je ne vous en dis pas plus, c'était vraiment ultra chouette. C'est pas un énorme coup de cœur mais pas loin, franchement j'ai passé un très très bon moment. Honnêtement je pense que si je l'avais lu sur plus longtemps, si j'avais pas pu me l'enchaîner comme ça en 2 après-midi sans vraiment faire rien d'autre parce que de toute façon j'étais incapable de faire autre chose que lire, peut-être que je l'aurais moins apprécié mais il n'empêche que ça reste une excellente expérience de lecture et c'est dû principalement, je vais vous le montrer, à ça. Peut-être pas les 3/4, mais en tout cas les 2/3 du roman, ce sont en fait des échanges de mails et de SMS entre les habitants du village. Vous allez en fait voir défiler sous vos yeux exactement les mêmes documents, les mêmes éléments que les élèves avocats ont reçus de la part de l'associé de leur cabinet qui leur a demandé de résoudre cette affaire. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous êtes en meilleure forme que moi, entre guillemets, mener un petit peu votre propre enquête en regardant qui a l'air suspect, est-ce qu'il y a des incohérences au niveau de l'ordre chronologique, est-ce qu'il y a des non-dits, est-ce qu'il y a des mensonges, vous pouvez essayer de recroiser les messages, les mails, etc. Et c'était vraiment très chouette. Dans la deuxième partie du roman, c'est un petit peu différent au niveau de la structure, là on assiste plutôt aux échanges entre les élèves avocats et également les interrogatoires des différents témoins, mais j'ai énormément aimé, j'ai trouvé ça très novateur. Je suis allée me balader un petit peu sur Goodreads et effectivement je pense que ça a pu en perturber plus d'un, ce qui se comprend parce que au final ça crée un rythme assez particulier, mais du fait d'avoir pu l'enchaîner, moi ça m'a happé, alors que effectivement je peux concevoir que si j'avais dû le lire sur plus de temps, j'aurais peut-être trouvé ça beaucoup plus haché et beaucoup plus difficile à suivre, mais j'ai vraiment trouvé ça construit de manière très intelligente. L'enquête en elle-même, ou en tout cas l'affaire et la résolution, sont pas les plus originales qui soient, mais ça fonctionnait quand même très bien. J'avais un petit peu mes doutes, mais j'étais pas non plus sûre à 100%, donc je me suis quand même laissée happer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la deuxième sortie de l'autrice, donc je crois que ça s'appelle The Twyford Code, quelque chose comme ça, avec un gros poisson sur la couverture, en tout cas en VO, me fait aussi très envie, donc je l'ai mis dans ma wishlist et je vais continuer à surveiller ses sorties. Voilà. Allez, encore un changement de style assez drastique, j'ai enchaîné sur What Once Was Mine de Liz Braswell. On est ici sur un Twisted Tale, c'est le Twisted Tale dédié à Réponse et à Mère Gothel. Les Twisted Tale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de romans édités par Disney dans lequel un élément va changer dans un des classiques que l'on connaît. En général, cet élément va être lié au méchant de l'histoire et cet élément va faire que l'histoire tout entière est chamboulée et qu'en général nos héros se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées. Dans celui-là, en fait, le début de l'histoire est exactement le même que le Réponse classique, c'est-à-dire que les parents de Réponse, le roi et la reine, cherchent à avoir un enfant. La reine va enfin réussir à tomber enceinte, sauf qu'elle va tomber malade. On va se mettre en quête d'un remède magique, la plante du soleil, sauf que la personne qui va récolter la plante va se tromper et va donner à la reine la plante de la lune, ce qui va conférer à Réponse des pouvoirs extrêmement étrange et surtout très différent de ce qu'elle a dans la version dessin animé. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit si ça vous intéresse. Et ensuite le reste c'est globalement la même chose, elle va être élevée par Mère Gothel et elle va se retrouver confrontée peu à peu au monde extérieur. Les différences principales résident donc dans la nature de ses pouvoirs, mais également dans les personnages qu'elle va rencontrer, parce qu'elle va rencontrer davantage de gens que dans le dessin animé. Et en plus il va y avoir des réflexions un petit peu plus poussées. C'est-à-dire que dans le dessin animé, on n'a pas l'impression que Réponse soit trop dérangée par le fait qu'au final Mère Gothel était une méchante, ça n'a pas l'air de la surprendre plus que ça, ou en tout cas elle s'y fait très vite. Là, il y a vachement plus de questionnements, il y a plus
un côté peut-être déchirement chez Réponse. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est pas un coup de cœur, loin de là, c'est juste une lecture extrêmement divertissante. J'aime toujours autant la plume de Liz Braswell. Et une petite chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que pour ce Twisted Tale, comparé aux autres, il y a une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire que l'on a plusieurs chapitres qui se passent dans notre monde. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit. Voilà, pas la lecture du siècle, mais c'est souvent le cas avec les Twisted Tale. Le seul qui m'est réellement embarqué, je pense que c'est Unbirthday, donc celui qui est dédié à Alice au Pays des Merveilles, mais ça reste toujours de très très chouettes moments à passer. Donc pour résumer, parce que j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous en dire, je continue à suivre de loin en loin la série des Twisted Tale. Je crois que je les ai pas tous, je suis même sûre que je ne les ai pas tous, mais voilà, quand il y en a un qui m'intéresse, et ben je me le procure, ça fait toujours des chouettes pauses entre des lectures un peu plus complexes. Je me dépêche parce qu'il commence à faire extrêmement chaud, c'est la canicule ici aussi à Édimbourg, alors certes ça n'a rien à voir avec la France, je vous le concède. Pour l'Écosse, la canicule c'est quand on est au-dessus de 26-27 degrés, c'est donc évidemment sans commune mesure avec ce que vous pouvez vivre en France, mais croyez-moi, il fait déjà très chaud et vu qu'on est au bord de la mer, il fait extrêmement humide. Donc je me dépêche de finir cet avis lecture pour pas finir en flaque devant vous. On en arrive au dernier roman avant de passer au graphique. J'ai fini très récemment Rêver de Franck Tillier. On est ici sur un one-shot, il ne fait pas partie de la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel, c'est pour ça que je me l'étais glissé dans ma palle de l'été, parce que j'en arrive à la fin, je suis presque à jour de la série Charcot-Hennebel et je suis un petit peu triste, donc quand j'ai un one-shot qui traîne dans ma pile à lire, et ben je le glisse pour entre guillemets gagner un petit peu de temps et faire durer le plaisir. Dans ce roman, on va suivre Abigail. Abigail est une psychologue criminelle, elle est extrêmement réputée, elle a déjà travaillé avec la gendarmerie sur plusieurs enquêtes et elle les a toujours beaucoup aidées, mais Abigail souffre d'une condition assez particulière, elle est narcoleptique et elle fait aussi des crises de cataplexie, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, sans prévenir, elle peut tomber et être paralysée, elle a parfaitement conscience de ce qui se passe, mais elle ne peut pas bouger, ni même crier, ni quoi que ce soit, et ça a toujours été évidemment très handicapant pour elle. Le problème c'est que sa narcolepsie commence à s'alourdir de plus en plus au point que le traitement qu'elle est obligée de prendre lui fait perdre ses souvenirs et elle est en train de perdre des portions notamment de son enfance, donc elle sait que peut-être à terme elle n'aura plus aucun souvenir. Le problème c'est qu'elle travaille sur une affaire extrêmement prenante, une affaire qui concerne un kidnappeur qui a enlevé en tout 3 enfants et qui menace d'en enlever un 4e. Pour ne rien arranger, Abigail a vécu un véritable drame dans sa vie dans la mesure où elle a perdu son père et sa fille dans un accident de voiture et vous vous doutez bien que ça a complètement chamboulé sa vie, mais elle décide de quand même poursuivre l'enquête et de continuer à travailler avec la gendarmerie afin de pouvoir mettre le kidnappeur derrière les barreaux. J'ai pas nécessairement besoin de vous en dire plus sur le résumé et parce que de toute façon j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est pas tant dans l'enquête elle-même que ce roman est particulier, c'est surtout dans sa construction. En fait on va avoir des chapitres qui alternent entre deux temporalités, le moment de l'accident qui a coûté la vie du père et de la fille d'Abigail et le présent de l'enquête où elle travaille avec ses collègues dans la gendarmerie. Et le problème c'est que parfois Abigail, du fait de sa maladie, elle a des trous noirs, c'est-à-dire qu'il lui manque une nuit, plusieurs heures, voire même 2 jours parfois. Et donc nous on suit l'enquête au fur et à mesure des morceaux entre guillemets des bribes de mémoire d'Abigail qui lui reviennent. Et j'ai trouvé ça très intéressant à suivre, ça changeait vraiment question rythme. La seule chose c'est que j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage d'Abigail, honnêtement elle m'a paru un petit peu antipathique parfois et il n'y a pas forcément eu d'autres personnages auxquels me rattacher, donc j'étais pas si impliquée que ça dans le côté affectif de l'histoire. Il n'empêche que j'ai trouvé l'enquête agréable à suivre et que la clé qui se cache derrière m'a fait quand même pas mal frissonner. Je vous avoue que j'ai fini ça je crois à 10h ou 10h30 du soir, j'avais pas forcément envie d'aller me coucher juste derrière. Le titre vous met un petit peu sur la voie de la clé de cette histoire. C'est un roman, ma foi, très original. Comme toujours, Franck Tillier arrive bien à m'embarquer. La seule chose, comme je vous l'ai dit, c'est que je me suis pas tant attachée au personnage que d'habitude. Mais c'était un très bon moment à passer. Je l'ai lu, je crois, en 3 soirs, quelque chose comme ça. C'est toujours comme ça avec moi chez Tillier. Ils ont beau faire 600-650 pages, il y a pas de problème, je les dévore. Avec ce genre de roman, je les lis en faisant à manger, par exemple. Alors que je ne fais ça avec absolument aucun roman, en général, mais avec les Tillier, ça se
produit assez régulièrement, c'est pour vous dire à quel point je suis happée. Ça restera donc pas mon Tillier préféré, loin de là, mais ça reste une bonne lecture et surtout ça m'a permis de patienter jusqu'au prochain Charcot et Nebel et ça, bah écoutez, ça veut dire qu'il a fait le job et en soi je vous le recommande. Une lecture d'été si vous cherchez quelque chose quand même d'assez sombre, mais comme c'est un one shot ça se résout vite, et ben je vous le conseille. Et on en arrive donc au graphique de cet avis lecture. J'ai lu le tome 2 de Aria The Masterpiece de Kozue Amano. Souvenez-vous, je vous avais parlé du tome 1 en début d'année. Ça avait été une très belle découverte en début d'année. Ça avait été un joli coup de cœur. On suit une jeune fille qui s'appelle Akari qui habite sur la planète Aqua. Elle vient de la Terre mais elle a déménagé sur Aqua. Et Aqua, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement Mars qui a été terraformé, sauf que suite à la terraformation de Mars, le niveau de l'eau s'est mis à monter et il y a des zones qui se sont retrouvées complètement englouties sous l'eau. Et donc Akari, elle habite à Néo-Venise et elle est devenue une nondine, c'est-à-dire qu'elle est en formation pour apprendre à diriger une gondole et à promener les touristes dans Néo-Venise. Dans cette saga, on suit ses petites aventures, c'est vraiment une saga tranche de vie. Un chapitre égale un petit épisode de la vie de Akari, donc ça peut être sur ses rencontres, ça peut être sur ses mésaventures avec les clients, ça peut être sur ses découvertes de nouveaux endroits à Néo-Venise. Il y a toujours la présence du directeur de l'agence de gondole, je ne vous dirai pas ce qu'il y a de particulier, mais j'aime beaucoup ce directeur et il y a toujours un ou deux chapitres qui lui sont dédiés et qui servent un petit peu de pause humoristique, même si de manière générale le manga reste très léger. Les chapitres dédiés au directeur sont vraiment voilà pour être des pauses un peu plus rigolotes. Bref, j'aime toujours autant ce manga, c'est vraiment à chaque fois de très chouettes moments à passer. En plus, ce sont de gros mangas, il fait je crois plus de 200 pages, donc vous en avez pour un moment. Vous avez quelques introductions de chapitres qui sont mises en couleur, donc c'est vraiment très beau, vous voyez par exemple. Et même les planches en noir et blanc en général sont magnifiques, j'aime vraiment beaucoup le style de ce manga et j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite. C'est pas évident à trouver ici au Royaume-Uni, c'est pour ça que je me les procure en français. Les mangas ont jamais été aussi populaires au Royaume-Uni qu'en France, je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais donc on a beaucoup moins de choix qu'en France. En tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir poursuivre cette saga qui est vraiment une jolie saga très doudou pour moi. Et bah écoutez, c'en est tout pour moi et cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou alors si certains vous font envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou alors à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!